Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Tu sais, Stéphanie, tu avais écrit sur les propos de Stéphane Rousseau concernant... Stéphanie? Oui. Ah oui, tu m'as appelé Stéphanie? Ah, Stéphanie. Ben non. Parce qu'avant la pause, je t'ai demandé, es-tu fatiguée? Parce qu'on s'est couché à 2 h du matin à cause d'un problème de chant. On a la T'as preuve. dit non, je suis pas fatiguée. Bonjour, Sophie. Albert. Bon, Sophie. Alors, Oui. donc, tu avais écrit sur les propos que Stéphane Rousseau avait tenus en disant qu'il lancerait une hache dans le front de Mathieu Bock-Côté. Puis là, il s'est expliqué hors caméra avec Mathieu. Ils se sont parlé après le tournage. Ouais. Tout le monde en parle. Puis il a dit, ouais, c'est un jeu de mots parce que t'es Bock-Côté, le Bock, tu sais, c'est comme Et là là. la chasse, le bois. Mais c'est important de rappeler, c'est que Stéphane Rousseau fait cette blague-là à l'émission de Marc Labrèche. Et moi, j'ai jamais écrit que il n'avait pas le droit ou que c'était pas une bonne blague ou quoi. C'est un humoriste, Stéphane Rousseau, à la base. Là où j'en ai, c'est que les propos que Stéphane Rousseau avait tenus à l'époque sur Mathieu Bock-Côté en disant je me pratique à la hache puis j'aimerais ça l'avoir pour cible, ça avait fait hurler de rire Marc Labrèche et toutes les autres personnes autour de la table à cette émission-là. Et si tu prends 2 secondes et tu inverses les rôles, ça avait été quelqu'un plus identifié à la droite qui avait tenu des propos en disant « Je vais lancer une hache sur Léa Clermont-Dion, Rima El Khoury de la presse, Ruba Gazal de Québec solidaire », c'est sûr que tout le monde aurait été scandalisé. Marc Labrèche le premier, les gens autour de la table, les chroniqueurs de la presse, les chroniqueurs du Devoir. Donc, c'est que comment se fait-il qu'une même blague qui serait normalement, en temps normal, inacceptable, parce que ça se fait pas de faire des blagues sur enlever la vie de quelqu'un de façon violente et criminelle. Comment ça se fait que, selon ta cible, pour utiliser un parallèle avec la hache, selon ta cible, ça devient acceptable ou pas? Tu sais, si moi je dis... C'est pour ça que j'ai trouvé très malin ce que Mathieu a fait hier à Tout le monde en parle, quand il s'est tourné vers Guilla en disant... Parce qu'on parlait des propos haineux, puis il a dit, moi, si je vous parle, Monsieur Lepage, de vous envoyer une hache à la tête, puis là, tout le monde dans la salle a fait comme, ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Mais pourquoi ça n'a pas d'allure quand tu dis envoyer une hache dans la face de Guy Lepage, mais que c'est correct de dire... Puis tu sais, toi et moi, on était déjà allés voir un humoriste français ou belge et qui faisait des blagues à un moment donné en disant est-ce qu'il faut sauver telle affaire ou telle affaire? Est-ce qu'il faut sauver un petit chien ou sauver Mathieu Bock-Côté? Si un incendie, je sauverais plus un petit chien que Mathieu Bock-Côté dans l'incendie, tout ça, puis là, tout le monde part à rire. Tout le monde part à rire. Moi j'ai eu un énorme malaise, pas juste parce que Mathieu, c'est un ami, mais parce que, tu sais, il aurait fait la même blague, encore une fois, les mêmes exemples, il aurait fait une blague avec la chanteuse dont j'ai pas le droit de prononcer le nom parce que ça fait rouler les gens en boule dans un coin. Mais c'est ce 2 poids, 2 mesures que moi, j'ai toujours dénoncé. Et c'est pour ça que tout le monde... Ça, on n'a pas le droit de le faire sur une telle personne, tu n'as pas le droit de le faire sur telle autre personne. Ben, c'est même pas une question de ne pas avoir le droit, parce que je crois en la liberté d'expression, et a fortiori, celle des humoristes. Mais pourquoi des propos qui sont considérés acceptables envers Mathieu Bock-Côté le serait tout d'un coup pas si c'était quelqu'un d'autre? Bonne question. Je trouve que le point était important. Ikea. Écoute, Ikea, on connaît tous évidemment la compagnie suédoise, et puis il y a une publicité d'eux qui est apparue sur mon fil Facebook, fait que j'ai fait un petit peu de recherche. Ils nous disent qu'ils sont super fiers d'annoncer que leur nouvelle campagne pour les cuisines est entièrement photographiée par des gens qui sont BIPOC. C'est quoi des gens qui sont BIPOC? B-I-P-O-C. Alors, c'est en anglais, évidemment. B pour Black, I pour Indigenous, donc autochtone, et P-O-C pour People of Color. Mais des photos des cuisines. Des photos des cuisines. Ben, je m'entorche, moi, de complètement. la couleur de la peau de la personne qui a pris une photo de la cuisine. Richard. Complètement. Et là, on va demander à Sébastien, parce qu'ils ont fait toute une campagne, ça s'appelle Making Space for BIPOC Photographers. Et là, ils disent qu'ils sont tombés sur une statistique, puis ça leur a fait beaucoup de peine. Ils ont découvert qu'au Canada, Ikea Canada a découvert qu'au Canada, il y a seulement 21% des photographes qui sont BIPOC, qui sont noirs, autochtones ou des gens de couleur. Mais c'est parce que si tu regardes la proportion des gens qui sont noirs, autochtones ou des gens de couleur au Canada, c'est peut-être 21%. Puis on s'en contre c'est une compagnie suédoise. Non, mais ça, c'est Ikea Canada. Okay. Mais c'est surtout que, alors là, ils sont très fiers de dire, cette campagne-ci, pour donner de la job à ces gens-là,
On a engagé que des gens. Alors là, tu vois, il y a quand tu descends sur la feuille, Sébastien, ils nous font le portrait de chacun. Alors, tu as une photographe qui est d'origine philippino et chinoise. Tu en as un autre qui est indien. Tu en as une autre qui est métisse. Tu en as un autre... C'est tout... Donc, incroyable. Je m'excuse, mais je regarde une photo d'IKEA. Tu sais, c'est comme, tu vas voir une exposition de photographes d'art. Ben, peut-être que c'est important, puis encore. Mais le lavabo qui photographie était fait par qui? Oui, qui c'est a ça. créé le lavabo? Et là, parce que chez les fabricants de lavabo, il y en a très peu qui sont non-binaires. Non, mais surtout, c'est comme s'ils nous disaient, en disant le chiffre de 21%, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est installé puis qui a calculé il y a combien de photos de cuisine, on va faire une étude là-dessus. Et là, ils sont très fiers de dire que, donc, et là, ils font même un portrait sur YouTube. Il y a des portraits de chacun des photographes qui, cette année, a photographié des comptoirs de cuisine pour IKEA. Regarde, c'est réalisé comme si c'était Steven Spielberg avec des images du tournage dans une fausse cuisine IKEA. Tu me niaises. Non, il y a 22, je pense. Écoute, il y en a combien, là? Il y a 1, 2, 3. Sur YouTube, là, il y a vraiment des entrevues avec chacun de ces... Attends, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 6 portraits de photographes BIPOC qui ont photographié les lavabos, les comptoirs de cuisine, puis les dosserets de IKEA. Moi, écoute, je ne regarderai plus jamais une cuisine de IKEA de la même façon, sachant qu'il y a un métis du Manitoba qui a cuisine les petites boules d'IKEA? Ouais. J'espère que c'est des bibocs. Merci beaucoup. Et puis, que dire de la petite sauce aux érelles? Les bibocs. Ça, c'est bon. Les bibocs. Les bibocs. Merci beaucoup, Sophie. Alors, merci à Sébastien Laperrière, à la mise en onde, à la réalisation, à la recherche Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Ouellette, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien et le gardien du temps impitoyable, Olivier Guillet. Alors, t'as quelque chose, d'une petite vidéo, quelque chose? J'ai de quoi vous montrer, là. Je capote sur cette nouvelle-là aujourd'hui dans le monde animal, dans le monde naturel, parce qu'il y avait des cages à crabes, okay, comme des paniers de crabes, littéralement comme l'expression, qui étaient utilisés pour ramasser des crabes verts, qui est un crabe, une espèce européenne envahissante. On essaie de l'enlever des cours d'eau puis de la mer. Et là, fait depuis 2023 que les paniers de crabes se font constamment endommager. Ils retrouvent ces berges, sont brisées, et là, ils cherchent, c'est quoi qui endommage les paniers de crabes? Là, c'est-tu des mammifères marins? C'est-tu des poissons? Là, finissent par installer des caméras. Ça a pris une journée. Je vous présente les images en question parce que voici les coupables. C'est un loup. Un loup se jette à l'eau, va chercher la bouée, là, pour ceux qui ne suivent pas en visuel, et une fois qu'il a ramené la bouée sur la berge, il sait que la bouée est attachée après une corde et tire sur la corde pour ramener le panier jusque sur le bord. Pour manger et alors, le crabe? il mange les appâts. Pour les crabes, il y a des appâts à l'intérieur de la cage et c'est ça qu'il va aller manger. Et ça, pourquoi c'est aussi impressionnant que ça? Ben, c'est que c'est la première fois qu'on voit un loup utiliser un outil. Ça ne s'est jamais vu. Et là, je vous montre une autre image. Il y avait une autre image ici. On peut la remontrer, Sébastien, mais quelques instants auparavant, parce qu'il y a plusieurs endroits, à plusieurs cages différentes, des loups différents, de taille et de couleurs différentes, qui font la même chose. Mais excuse-moi, mais la différence entre les humains et les animaux, c'était pas censé être que la possibilité d'utiliser un outil, puis c'est la primatologue là, qui est décédée récemment, la spécialiste des primates, c'est elle qui disait justement les gorilles utilisent des outils. C'est pas ça qui distingue les hommes et les animaux? C'est une des différences majeures, mais il y a des exceptions. Évidemment, on avait vu des grands primates, par exemple des singes qui utilisent des bâtons pour aller chercher des fourmis dans une fourmilière. Ça, on l'avait déjà vu. On a déjà vu aussi certains oiseaux, par exemple, qui vont lâcher des pierres sur des coquillages, par exemple, qui veulent ouvrir pour aller manger. On a vu quelques animaux le faire. Des loups fassent ça. Mais là, c'est là le point, Richard. Des loups. Parce qu'il y en a plus qu'un. Puis ce qu'ils sont en train de se rendre compte, c'est que les loups se sont entre eux appris
à faire ça. Fascinant. Et c'est ça qui devient encore plus fou. C'est qu'on savait déjà que c'était des animaux ultra intelligents, les loups. Là, on comprend qu'ils sont capables de communiquer entre eux, de s'enseigner des techniques entre eux pour être capables, après ça, de reproduire ce truc-là. Et là, on cherche l'origine de tout ça. Ce qu'ils disent, c'est qu'au départ, il y aurait sûrement, à marée basse, peut-être une cage qui se serait approchée plus du rivage, qu'ils auraient compris à ce moment-là qu'il y a, après les bouées, la fameuse corde qui permet de tirer, là, comme s'il était à pêche, littéralement, le panier de crabe pour le ramener et le manger. Et là, tu dis qu'il mange les appâts. Laissez notre PO tranquille. Il mange les appâts. Le PO des appâts. Bref, ça va être intéressant parce qu'ils veulent continuer d'étudier aussi cette population de loups. Ils ont laissé sur place là, les caméras. Il risque d'y avoir d'autres images, puis une suite à tout ça. Moi, je vous avoue, c'est le genre de nouvelles naturelles qui me rend complètement dingue. Et c'est incroyable qu'en 2025, on apprenne encore des choses sur une espèce animale qu'on pensait connaître. Sur une espèce animale qu'on pensait connaître puis qu'on a détesté une grande partie de notre histoire et de l'humanité. Heureusement, maintenant, on essaie de les préserver. Wow, super. Passez une belle soirée. On se reparle demain à 15h, puis il va falloir que je chercher mon char au garage. Notre char. Notre char. Bye-bye.